Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, vous êtes 65% à déclarer vouloir construire votre liberté financière. Or, ça se fait étape par étape et c'est ce qu'on va évoquer avec mon invité du jour qui est Olivia, l'auteur de Femmes agissez pour votre liberté financière. Bonjour Bonjour Olivia. Ophélie, bonjour à toutes. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, la liberté financière, la première étape, c'est déjà de prendre conscience de son propre rapport à l'argent et de toutes ces croyances limitantes que nous, les femmes, nous avons héritées de nos familles, des médias, de notre environnement socio-professionnel. Et c'est ce que tu expliques très bien dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire deux Ce mots? que je peux dire, c'est que ça commence très tôt, hein, ça commence dès l'argent de poche. Comme on le sait, l'argent de poche, en fait, est inférieur quand on la donne aux filles par rapport aux garçons. Pourquoi? Parce qu'en fait, les garçons sont beaucoup plus aptes à demander une rémunération par rapport à leur travail. Et les femmes, naturellement, elles sont considérées comme devant aider à la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider gratuitement, et cetera. Mais ça peut expliquer la différence. C'est-à-dire qu'elles vont naturellement aider sans demander une rémunération, alors que les garçons, dès le début, sont habitués à dire que le travail mérite rémunération. Donc ça commence à ce moment-là. Après, au niveau des médias, c'est aussi très intéressant. Il y a eu des études qui ont été faites, et que d'ailleurs je cite dans mon livre, des études qui montrent que les trois quarts des représentations d'acteurs, par exemple, au cinéma, sont des hommes, et surtout dans des rôles de leadership. Donc ça imprègne aussi une image par rapport à la place et au rôle de la femme. On peut dire aussi dans les publicités, on associe souvent la femme au shopping, aux dépenses, et l'homme souvent à l'investissement. Donc on crée déjà une image assez forte. Et alors, pour l'anecdote, hein, moi, en fait, dans ma famille, ma mère était femme au foyer. Et quand elle avait une dépense, elle devait, un peu significative finalement, elle n'était pas libre, elle devait demander, à son mari, donc à mon père, de l'argent pour le faire. Et je trouvais ça, enfin moi pour moi, c'était dingue quoi, ça a résonné comme moi, je dis: «Mais jamais j'aurais envie moi d'être obligée de demander», même si on s'entend très bien. C'est la situation, c'est qu'on n'est pas libre si on doit toujours demander à quelqu'un, de pouvoir, recevoir de l'argent de sa part pour pouvoir faire une dépense, quelle qu'elle soit. Oui, et ça, tu le disais très bien. Alors, on en parle, voilà, justement, à la question des médias. Et oui, et dans les représentations, dans les films, souvent, la femme qui a bien réussi, entre guillemets, est présentée comme quelqu'un de très carriériste, de très froid, qui est pas une bonne mère, et qui aurait sacrifié beaucoup de choses pour y arriver. Donc, ça n'aide pas les femmes à se lancer sur ce sujet de la liberté financière. La même chose, le monde de l'investissement est aujourd'hui très, très stéréotypé, costard cravate et Ray-Ban. Oui, alors ce qu'il faut savoir, notamment pour la femme, c'est par exemple en Allemagne, c'est encore pire qu'en France. En Allemagne, une femme qui travaille est considérée comme ne pas s'occuper de sa famille et prendre soin de ses enfants. Donc en France, heureusement, on a quand même moins cette image. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la finance, quand on regarde par exemple les équipes dirigeantes des sociétés de gestion, ou même la représentation de la femme dans les COMEX des banques, etc., c'est assez faible. Par contre, on a une présidente de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et qui fait beaucoup pour encourager les femmes à investir. On a quand même Christine Lagarde aussi, présidente de la BCE, qui encourage beaucoup aussi les femmes dans leur liberté financière. Et puis, on a des banques quand même qui essayent d'encourager les femmes, hein. Il y a chez Odo Ladies Bank, il y a aussi Natixis Wealth Management qui fait beaucoup pour essayer d'encourager les femmes. Chez Generali aussi, il y a des initiatives qui sont faites. Donc, je crois que quand même, heureusement, il y a des sociétés, des banques qui prennent conscience de ça. Mais enfin, de façon générale, on est encore très très loin de la représentativité des femmes, notamment dans les COMEX, hein. Il y a des chiffres qui disent qu'il y a moins de 25-30% de femmes dans les COMEX. Et vous savez qu'il y a la loi Rixin qui va essayer d'encourager et d'obliger
les COMEX à avoir des femmes. Malheureusement, moi je suis pas trop pour les quotas, mais malheureusement, on s'aperçoit que les quotas, c'est essentiel pour faire des avancées significatives. Et s'il n'y a pas de quotas, ça ne marche pas. Mais c'est pas les quotas, pourquoi j'aime pas? Parce qu'on a l'impression que ça va pas être une sélection par rapport aux compétences, mais que ça va être une sélection par rapport au genre, ce que j'aime pas, parce que ça minimise la femme elle-même. Mais malheureusement, on est obligé de passer par là pour qu'il y ait une avancée plus rapide et significative. Oui, donc ça, ben, c'est aussi, le manque parfois de rôle modèle qui fait que les femmes, osent se lancer là-dessus. C'est pour ça aussi que moi j'ai créé Frico Féminin et c'est certainement pour ça que toi tu as écrit ton Oui, livre. alors moi j'ai écrit mon livre pour plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord que je me suis aperçue qu'il y avait pas mal d'associations pour inciter les femmes à entreprendre, pour inciter les femmes à mieux négocier leur salaire et à ne pas hésiter à prendre leur place dans l'entreprise. Mais par contre, il y a très très peu de conseils ou d'associations qui aident les femmes à investir. Très peu. Il y a pas mal de livres techniques sur comment gérer son argent, etc. Mais pour moi, il y a un aspect quand même psychologique du rapport à l'argent et qui est très sous-estimé. Et si on ne montre pas aux femmes l'importance de gérer leur argent dès le plus jeune âge et l'importance, mais en termes même de précarité de la vie à deux étapes de leur vie, parce qu'au moment d'un divorce, hein, on sait qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat de 22% quand on divorce par rapport à des hommes où ça ne baisse que de 3%, et au moment de la retraite, où on va de 37 à 40% de, de pension de retraite inférieure à celle des hommes. Donc il y a vraiment des étapes dans la vie où les femmes risquent de se retrouver à des moments de précarité. Et moi, je l'ai constaté donc dans ma carrière, puisque je fais de la gestion depuis très très longtemps. Et à chaque fois, je m'aperçois que j'ai beaucoup plus d'hommes en face de moi. Et quand je leur demande, mais pourquoi votre femme ne veut pas venir? Souvent, ils me répondent, ça ne l'intéresse pas. Donc, je pense qu'il y a aussi un besoin de prise de conscience des femmes elles-mêmes. Il y a bien sûr l'évolution de la société, l'évolution des lois, mais vraiment, les femmes doivent prendre conscience que c'est comme si elles ne s'occupaient pas de leur santé. Si on ne s'occupe pas de la santé, la maladie vous rattrape. Ben, si vous ne vous occupez pas de votre argent, ça va être la précarité qui va vous rattraper, alors que vous avez toutes les capacités, mais ça, c'est même pas à démontrer, enfin ça, je pourrais vous le démontrer, mais les capacités, il faut simplement prendre conscience et s'y intéresser dès le plus jeune âge. Et ça, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, je ne peux que le constater, quotidiennement et ça vient aussi d'une problématique, c'est que, souvent les femmes, on leur a pas appris à se projeter dans le futur, à se dire qu'elles peuvent être la personne qui va créer leur propre solution. Pourquoi? Bah, parce que historiquement, c'était plutôt les papas et les papys qui parlaient d'argent autour de la table. Les femmes étaient, quelque part cantonnées à la gestion du quotidien, c'est-à-dire un petit peu, on appelle ça la théorie des pots de yaourt. Je trouve ça assez drôle et c'est vrai, c'est assez ça. C'est-à-dire gérer les enfants, gérer le budget du ménage. Et là-dedans, elles sont très bonnes. Mais pour autant, se projeter sur la vie qu'on a envie d'avoir et mettre l'argent au service de ça, c'est encore aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit assez Oui, parce que atypique. comme tu le dis très bien, en fait, les femmes s'occupent pas mal de leur budget, mais pas leur budget pour elles-mêmes. C'est le budget pour, en fait, les enfants, la famille, etc. Ce qui va faire que, à terme, elles vont avoir une différence en termes de patrimoine. On dit que, enfin ça, c'est les chiffres officiels qui disent que le patrimoine est inférieur de 16% pour les femmes par rapport aux hommes. Et pourquoi? C'est parce que tout au long de la vie, elles prennent part au budget familial et pendant que l'homme, lui, va se construire un patrimoine qui ne va pas forcément être partagé. Et donc, effectivement, donc les femmes s'occupent du budget, donc du quotidien de la famille, et ne sont pas habituées à se projeter dans l'avenir, alors que c'est une des premières choses quand on parle d'investissement. Il faut parler d'objectifs et d'horizons d'investissement. Et elles n'ont pas cette mécanique. Donc, c'est ce qui explique que la plupart des femmes laissent leur argent dormir sur des comptes d'épargne, sur des comptes en banque, ou alors même des comptes épargne qui ne rapportent rien. Maintenant, le livret A, je crois qu'on est à 1,5%, alors que l'inflation dépasse 2%. Donc, et à l'avenir, enfin en général, l'inflation elle est plutôt autour de 2,5% par an, ce qui fait que ça s'accumule pendant les années, et à l'arrivée de la retraite, bah, elles se retrouvent avec une perte de pouvoir d'achat très importante. Alors que si elles avaient investi même quelques centaines d'euros par mois tous les mois, elles se seraient retrouvées avec un patrimoine qui leur permettrait
comme le font les hommes, de compenser une retraite qui va être, beaucoup plus faible que ce à quoi elles s'attendent peut-être. Et ça, je le vois, celles qui décident d'avancer sur ce sujet, elles le font parce qu'à un moment, alors souvent c'est suite à entre guillemets, un changement de vie, séparation, changement de job, voilà, déménagement, ainsi de suite. Elles prennent le temps de faire un pas de côté et de se dire: «Bon, ce sujet, je l'ai laissé quelque part un petit peu sous le paillasson. Maintenant, je prends le temps de, réfléchir, d'investir sur moi et de me projeter dans la vie que j'ai envie d'avoir». Et là, alors moi, je vois une différence très, très notable entre les hommes et les femmes, pour avoir beaucoup travaillé avec des hommes également. Chez les femmes, le sujet de l'argent est beaucoup moins centré autour de la performance et de la technicité. Au contraire, elles veulent de la simplicité et elles veulent que ça réponde à leurs valeurs. C'est très, très marqué, tu en parles très bien dans ton Tu as livre. abordé aussi ces 2 sujets. Tu as abordé le sujet de l'éducation financière. Je crois que ça, c'est un sujet important parce que, comme tu le sais, finalement, la loi d'émancipation des femmes, elle date que de 1965. C'est, quand même très, très, tard, dans la vie, humaine, puisqu'on ne pouvait pas ouvrir avant 1965 un compte en banque. Donc ça a créé quand même, un retard par rapport à la prise de conscience qu'il fallait s'occuper, de son argent. Et effectivement, la psychologie de la femme, par rapport à l'argent, c'est déjà, de préserver, et c'est la sécurité, en fait. On va s'occuper de la sécurité, de la préservation, de son capital, mais le problème, c'est le rapport au risque. Et le rapport au risque, c'est quelque chose que les femmes appréhendent, à mon avis, mal. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont beaucoup plus de risques à ne rien faire avec leur argent, qu'à le gérer. Et toutes les statistiques, le disent, au bout de 20 ans, le fait de placer, par exemple, son argent, dans, les placements actions, qui leur apparaissent quelquefois très risqués, volatiles, et cetera. Mais en fait, à 80 plus de 99, elles vont, rémunérer beaucoup mieux, en plaçant en actions leur argent plutôt que dans en le laissant sur des comptes, à terme ou des comptes, d'épargne. Et effectivement, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les femmes s'occupent vraiment de leur argent, elles le gèrent mieux. C'est ça qui est intéressant, elles ont des performances qui en général sont légèrement supérieures, de l'ordre de 1 à 2 par an. Alors, c'est paraît étrange, mais en fait, c'est assez récent parce que là aussi, c'est une question de rapport par rapport à l'argent. C'est-à-dire que les hommes, eux, sont plus joueurs. Ils vont avoir plus tendance à regarder effectivement la performance, mais la performance à court terme. Donc, ils vont faire des arbitrages beaucoup plus réguliers, enfin beaucoup plus spontanés. Par exemple, ils vont ce qu'on appelle faire du trading, ce que les femmes n'aiment pas trop, mais à leur avantage, parce qu'en fait, le trading, en général, c'est plus de frais et moins de performance, parce que finalement, on fait un peu n'importe quoi sous l'impulsion comme ça d'idées très court-termistes. Donc, ce qui est amusant, c'est que le côté sécuritaire chez les femmes peut être un atout si ça correspond à un investissement, mais avec des objectifs précis, et si elles agissent. Mais elles ont des qualités qui sont tout à fait intéressantes pour investir. Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'explique régulièrement, c'est que le risque, il ne faut pas le fuir, il faut apprendre à le Exactement. gérer. À le gérer à l'intérieur de soi, déjà en termes d'émotionnel, et puis à le gérer techniquement. Donc tu le disais, la stratégie qui se performe, c'est ce qu'on appelle en bourse le DCA, c'est-à-dire mettre des petites sommes pour arriver sur la moyenne pondérée, qui fait que à 20 ans, bah, ça fonctionne à tous les coups. Heu, mettre de petites sommes qui s'auto, multiplient via le principe des intérêts composés, ça fonctionne très, très bien. Après, vous avez des manières justement de, entre guillemets, «investir dans des actifs décorrélés», c'est-à-dire investir dans plusieurs choses et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, qui font que quoi qu'il se passe sur cette terre, votre argent, va battre, l'inflation, puisque le but du jeu, c'est ça, avant de chercher de la performance. Et c'est ça qui fait qu'au bout du compte, vous allez, construire votre liberté financière. Or, comme tu le disais, bah, le plus grand des risques aujourd'hui, c'est de ne pas passer à l'action. Et donc, on le disait, bah, le problème, c'est avant tout un problème d'état d'esprit, et c'est de sortir, de la peur de mal faire, du syndrome de l'imposteur qui fait qu'on ne se sent pas légitime à le faire, de cette idée de penser que c'est réservé aux riches et qu'il faut, de gros montants pour commencer à investir, qui fait que à terme, vous serez libre financièrement et pas le fait de chercher la surperformance ou de chercher la Là, perfection. c'est tout à fait juste. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que par rapport à mon époque, quand j'ai commencé, aujourd'hui, tous les outils sont disponibles pour commencer avec un petit capital. Il faut savoir qu'on peut ouvrir, par exemple, un plan d'épargne en action avec 15 euros. Euh,
vous pouvez, aussi pour le contrat d'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir avec quelques centaines d'euros. Donc ça, c'est très intéressant. Alors par contre, il faut avoir une certaine motivation pour ne pas faire n'importe quoi et apprendre quand même les rudiments. Mais c'est très facile parce qu'il existe des sites, par exemple, je citais un site, dans mon livre, La financière pour tous, où vous avez, expliqué, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres qu'il faut regarder que j'ai plus en tête, mais il existe maintenant une démocratisation qui n'existait pas du tout il y a encore, 20 ou 30 ans et donc il y a une accessibilité vraiment, très, très avantageuse pour les gens qui commencent avec même un petit capital et ça, c'est vraiment très intéressant et y compris la diversification parce qu'avant, il y avait des classes d'actifs qui étaient vraiment, réservées à ce qu'on appelle les grandes fortunes ou les family office ou les institutionnels. Maintenant, ça c'est beaucoup moins vrai. On a accès, par exemple, alors ça, c'est quand même réservé à des gens qui comprennent vraiment l'investissement, mais il suffit de s'y intéresser un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'être expert, il suffit de se motiver et de s'y intéresser. Mais quand, ce qu'on appelle le private equity, par exemple, c'est-à-dire on investit dans des sociétés en forte croissance, ça repose sur pas mal de sociétés à des stades de développement différents. Donc, il faut s'y intéresser un peu. Mais c'est accessible maintenant avec quelques milliers d'euros aussi. Donc, c'est très intéressant pour diversifier son capital. Et donc, il faut là vraiment, je pense, avoir conscience que si on passe je pense, si on a une espèce de discipline quand même, de se dire, bah, tiens, une fois par mois, je vais m'occuper comme je m'occupe de ma santé avec la gym ou n'importe quoi, bah, je vais m'occuper de mes finances, ben, ce temps-là, consacrez-le à déjà comprendre un petit peu de quoi il s'agit, comment je peux diversifier mon patrimoine. Oui, alors ça, tu le disais, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'en France, on manque d'éducation financière et aujourd'hui, l'information, elle est Oui, partout. La difficulté, c'est même de oui, faire des choix. Je le vois chez pas mal de personnes, c'est de choisir les bonnes choses pour soi et là, c'est important de se faire conseiller à ce moment-là, justement par quelqu'un qui a du recul sur la vie, qui saura vous donner les bons conseils et là, c'est pas du tout une dépense, c'est un investissement parce que ça va vous rapporter beaucoup, par la suite. Mais aujourd'hui, l'information, elle est partout. La culture de l'investissement, elle est diffusée très, très largement. Moi-même, je le fais sur Frico Féminin. Il y a plein de podcasts, il y a plein de blogs, il y a des sites institutionnels, il y a absolument tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Donc si vous ne le faites pas, c'est parfois parce que vous avez besoin d'une impulsion qui est, d'avoir un conseiller ou un coach à côté de vous qui vous aide à le faire et comme tu disais, bah, ça commence par le fait de sortir du déni et de faire ce truc-là que tout le monde repousse, qui est de faire un budget. De mettre en place une discipline financière, et d'automatiser ses finances. Pourquoi? Bah, pour se concentrer après sur des choses, qui sont, réellement essentielles, qui est, de créer la vie qu'on a envie de se créer. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de se créer la vie qu'on a envie de se créer et d'avoir une plus grande liberté de choix. le budget, effectivement, je pense que c'est important parce que ça permet de voir exactement quelles sont les dépenses essentielles pour la vie quotidienne et de pouvoir dégager de l'épargne. Parce que la clé, c'est quand même d'essayer de dégager un peu d'épargne. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point de ne pas gérer leur budget avec un suivi mensuel, bah, ça va les pénaliser. Pourquoi? Parce que, par exemple, hein, on en parle souvent, mais il y a plein de doublons dans les abonnements, avec maintenant les abonnements numériques, les applications qu'on oublie, on s'abonne parce que c'est gratuit, puis on oublie de les annuler. Donc il y a vraiment tous les doublons qu'il peut y avoir avec des abonnements à soit des abonnements pour la musique ou pour les films. Donc je crois qu'il y a déjà ça qu'il faut mesurer. Donc c'est le budget. Mais après, il faut aussi se dire que, le budget, c'est personnel. C'est-à-dire que chacun met ses priorités pour avoir la vie qu'il souhaite. Simplement, je crois qu'il y a pas de budget, standard, hein, donc c'est vraiment quelque chose, à mon avis, de personnel et il y a un conseil que je donnerais aux femmes, parce que très souvent, finalement, les femmes contribuent, au budget, donc pour la famille et elles oublient en fait de penser, à elles et je pense que déjà il faut qu'elles ouvrent un compte, il faudrait qu'il y ait un compte joint, où finalement qu'on alimente en proportion à mon avis, de ses revenus
et à côté, avoir son compte, personnel et avoir donc un budget aussi pour, ses dépenses, et ses recettes personnelles. Ce qui est fou, hein, c'est que j'ai appris, que jusqu'en 2021, le salaire pouvait être versé sur un compte, qui n'était pas son compte personnel, qui était un compte, joint, et donc c'est que depuis, 2021 que le salaire, est versé sur un compte, personnel. Là, on parlait de la gestion et des bons principes de gestion et je vais complètement dans ton sens. Oui, c'est important d'en parler dans son couple. C'est important de mettre en place un système de gestion équitable sur lequel on est d'accord tous les 2 et de le faire évoluer tout au long de la vie parce qu'en fait, on évolue, notre situation, nos revenus, notre vie, fait que, ça aussi, ça doit évoluer dans le temps. Je vois peu de personnes qui le font aussi, de faire évoluer ce système-là et c'est même, j'ai envie de dire possible et essentiel que chacun ait un compte personnel, sa manière d'investir sur lui ou sur elle et on peut aussi se mettre d'accord sur un système d'investissement au profit du couple et chacun avoir sa manière d'investir à titre personnel. On le voit aujourd'hui, un couple sur 2 quasiment se sépare. C'est essentiel aussi, d'investir, et de prendre la pleine maîtrise de son argent, en lien avec ses valeurs et avec ses propres perspectives de vie et je vois que les couples qui fonctionnent bien, c'est ceux qui réfléchissent comme Et ça. d'ailleurs, à ce propos, il y a aussi quelque chose qu'on sous-estime, c'est le contrat de mariage. Parce qu'en fait, il y a plusieurs contrats de mariage qui peuvent plus ou moins protéger la femme, notamment en cas de divorce. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, d'attention vraiment particulier. Parce que, par exemple, si on fait... Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que chaque cas est particulier, qu'il faut voir ça avec le notaire. Mais par exemple, prends un exemple, si vous êtes en séparation de biens, ben, si jamais pendant votre vie commune, c'est l'homme qui s'enrichit parce que vous avez dépensé votre argent dans le budget familial, ben, si jamais vous divorcez, ben, vous allez vous retrouver effectivement avec des difficultés parce que vous n'aurez pas constitué votre patrimoine et vous aurez contribué uniquement au budget de la famille. Mais donc voilà, il y a pas mal de possibilités dans le contrat de mariage qui peuvent avantager ou au moins équilibrer les égalités entre les hommes et les femmes. Donc là, on a parlé du système de gestion et c'est aussi dans la manière de créer, négocier de l'argent que les différences sont marquées. Alors moi, je le vois beaucoup parce que j'accompagne aussi des femmes qui créent des business. Et dans le business, les femmes créent des entreprises plus petites, ne s'autorisent pas à lever des fonds, sont souvent en panique attaque au moment de se tarifer à la juste valeur dans leur job. Donc c'est la répercussion des problématiques liées à leur rapport à l'argent et il y en a très très peu quand elles sont salariées qui s'autorisent à négocier et renégocier régulièrement leur salaire et qui s'autorisent à aller chercher des solutions pour développer des revenus complémentaires parce que être en sécurité financièrement, c'est avoir plusieurs sources de revenus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a deux éléments dans ce que tu évoques. Il y a d'abord l'autolimitation que les femmes se font de leur capacité à négocier ou à progresser dans l'entreprise. Et ça, c'est très, très vrai. Moi-même, hein, quand j'étais salariée, finalement, on a toujours une réticence. C'est le côté manque de confiance en soi, on se dit que bon, est-ce que je le mérite? C'est une espèce de complexe d'infériorité qu'on peut avoir, qui est ridicule, mais qui est un peu ancré, on n'ose pas. Et donc, moi, j'incite les femmes à, au contraire, moi, je trouve que les femmes, sincèrement, toutes celles que je rencontre, sont assez formidables, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes, moi, je dois avouer, hein, beaucoup d'hommes qui ont conscience de ça et qui veulent tout à fait aider aussi les femmes à prendre une place plus juste au sein des entreprises, hein, et il ne faut pas le dénigrer non plus. Et effectivement, il faut négocier, apprendre à négocier. Il y a pas mal aussi d'éléments que vous pouvez trouver, soit à travers des associations, mais sur Internet, comment mieux négocier son salaire. Il y a ça. Et puis, le deuxième point que tu évoquais, c'était l'autolimitation en termes de rapport à l'argent pour parler de l'argent, que ça soit dans le couple ou même avec son banquier. Et en fait, le rapport à l'argent, reste tabou.
encore aujourd'hui. Et je pense que c'est très important d'en parler dans le couple. On a peur, en fait, que ce soit un sujet de discorde dans un couple, alors que c'est pas vrai du tout. Je pense que c'est le contraire. Si on en parle dès le départ et qu'on met les choses en toute transparence, voilà, on n'aura pas quelque chose qu'on va rentrer, on aura une frustration qu'on peut ressentir si on n'en parle pas. Et les femmes, pourquoi je les trouve formidables? Parce qu'elles ont à gérer la charge mentale, hein, on en parle assez peu, mais la charge mentale des femmes quand elles travaillent et que c'est surtout sur elles que repose à chaque fois le problème de la maladie des enfants, le problème bah, de tout ce qui peut comporter la maison, et que finalement l'homme est bien content de se décharger sur elle. Alors c'est de moins en moins vrai, hein. Moi je vois autour de moi quand même les jeunes maintenant de plus en plus partagent les tâches ménagères, etc. Mais enfin, il faut en avoir conscience et l'argent est un sujet, à mon avis, qui doit être discuté dès le début de façon tout à fait transparente. Ça ne peut être qu'un atout pour la santé financière, mais aussi la bonne entente d'un couple. Parce qu'un couple, en fait, c'est une équipe de Oui. projet et bah, l'argent, c'est un outil au service, de ça, du projet de vie, des 2 personnes et quand on est aligné là-dessus et qu'on fait front, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vie qui est épanouissante pour, les 2 protagonistes de cette équipe projet qu'est le couple. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'accompagne parfois des couples justement qui, se sont mariés, qui ont jamais parlé d'argent, puis qui se disent: «Bah, en fait, c'est un tort et maintenant on se met en ordre de marche tous les 2, on se soutient pour faire en sorte que cette chose-là devienne un outil positif au service de notre vie et transmettre les bons messages à nos enfants. Et ça aussi, je vois beaucoup de femmes qui font un travail sur elles par rapport à ça. Pourquoi? Bah, parce qu'elles ont peut-être pas reçu les bons messages de la génération précédente, puisque nos mamans, bah, on le disait, 65, c'est assez récent, hein. Donc des mamans qui étaient de fines gestionnaires, qui s'autorisaient à parler d'argent librement, à en gagner et à le multiplier, ça ne ça ne court pas les rues, mais pour autant, on est la génération qui a quelquefois à la fois ce pouvoir et ce devoir de transmettre un discours différent pour que, bah, dans les prochaines années, justement, on ait beaucoup moins de disparités, au sujet, de ces questions que sont, l'équité homme-femme sur les sujets d'argent, dont on voit que, les chiffres piquent encore aujourd'hui à peu près, sur, toutes les thématiques. Et puis, bah, sur la question, de l'investissement, tu le disais, je suis complètement d'accord avec toi. Ben, je le vois, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, il y a 25 ans, clairement, on ne pouvait pas investir de manière diversifiée en y passant très peu de temps et avec peu d'argent depuis son smartphone quand les enfants sont couchés. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut mettre en place son petit portefeuille diversifié avec quelques actions, des métaux précieux par-ci, un peu de private equity par-là et du crowdfunding immobilier pour avoir quelque chose qui est relativement équilibré et qui va fonctionner quoi qu'il se passe dans le monde économique. Il faut pas non plus avoir un bac plus 1072 pour y arriver. Le micro-learning permet de se faire une première culture, une première éducation financière assez facilement. Donc, c'est tout simplement écouter un petit podcast de temps en temps et prendre rendez-vous avec quelqu'un pour avoir du recul par rapport à la stratégie qu'on veut mener, savoir si elle est équilibrée, si elle fonctionne bien par rapport à notre propre profil. Et pour autant, bah, il y en a peu qui se sentent autorisés à le faire. Donc, le problème aujourd'hui n'est pas les hommes, c'est nos propres auto-limitations, comme tu le Je pense disais. que quand tu évoques aussi les projets, c'est particulièrement important pour les femmes, parce que les femmes ont besoin de donner un sens à l'argent et à l'investissement. Et souvent, donc elles me disent, oh, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Le nombre de fois où j'entends ça, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que donc, il y a une façon de parler d'argent et d'investissement aux femmes qui peut être différente, effectivement, par rapport à des objectifs et des projets de vie. Si on dit à une femme, tu vas gérer ton argent pour avoir du 6 ou 7% par an, je pense que ça ne lui parle pas. Par contre, si on lui dit, bah, grâce à ces 6-7% par an, tu vas pouvoir, d'une part, éviter la précarité en cas de divorce et au moment de la retraite, mais aussi construire la vie que tu choisis. Par exemple, si tu as envie d'avoir de voyager un peu plus tard, ben voilà, tu auras de l'argent de côté pour pouvoir le faire. Si tu veux soigner l'éducation de tes enfants, ou tout simplement, si tu veux favoriser, parce qu'il faut aussi avoir ça en tête, il y a des femmes qui peuvent tout à fait aussi avoir envie de favoriser telle ou telle association, par exemple, je dis n'importe quoi, l'éducation des enfants, parce que c'est quelque chose qui souvent est très cher aux femmes et que j'entends souvent, bah, elles pourront le faire si elles ont mis de l'argent de côté. Et
Vous savez que, enfin, je dis vous parce que je m'adresse là vraiment à toutes les femmes, vous savez que vous allez être détentrice de plus de la moitié du patrimoine, c'est-à-dire de l'argent, d'ici 2030. Donc ça, c'est un réel pouvoir pour influencer la société aussi. C'est-à-dire qu'il y a vous, bien sûr, d'abord occupez-vous de vous et de ne pas rentrer dans ces instances, dans ces moments de précarité, mais au-delà de ça, vous pouvez influencer aussi le cours des choses et la société en utilisant l'argent comme un pouvoir d'influence. Et vous serez plus écouté si vous êtes autonome financièrement que si vous êtes dépendante financièrement, c'est évident. Et en même temps, vous pourrez mettre votre argent au profit de choses qui vous tiennent à cœur. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi très important. Oui, alors ça, je vais complètement dans ton sens. Quand les femmes investissent, parce que ça fait sens par rapport à elles et ça fait sens par rapport à ce qu'elles ont envie de transmettre à la société et à leurs enfants. Ça, c'est aussi important. Et souvent, quand j'en discute avec elles, je leur dis, avant de transmettre un patrimoine, transmets une bonne relation à l'argent, c'est-à-dire la manière d'oser négocier, de créer de l'argent et d'en gagner, de savoir le gérer, de savoir le multiplier, parce qu'avec ça, ton fils ou ta fille s'en sortira quoi qu'il se passe sur cette terre et dans sa vie. Et c'est la génération future pourra créer sa propre richesse et se créer une vie qui les épanouit, parce que je pense que ce qu'on souhaite à nos enfants, c'est avant tout ça, c'est de se sentir bien dans leur peau et de se créer une vie inspirante et une vie qui leur ressemble. Oui, alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, bon là, on s'adresse beaucoup aux femmes, mais moi, je me suis aperçue que dans les écoles de commerce, ou même à l'école, quand on commence à l'école, on ne parle pas d'argent, on ne dit pas aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment fonctionne une entreprise, mais sans parler de l'entreprise, même l'épargne, alors que c'est quand même une partie qui va être importante dans leur vie, mais on leur donne même pas de suggestion, même pas de sensibilité à ça. Et je pense à l'argent, à l'investissement. Et je pense que ça commence effectivement très tôt. Et il y a un rôle de transmission. Alors moi, je suis très fière parce que mes deux enfants appliquent ce que je leur ai transmis. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que on se dit, bon, bah voilà, c'est quelque chose c'est une prise de conscience déjà. Et puis, ça va leur donner de l'assurance en eux, de l'indépendance et des choix de vie. Pour la petite histoire, moi aussi, je suis maman et j'ai créé Frico Féminin. J'ai eu l'idée de ce projet aussi un jour où ma fille est rentrée du collège. Il m'a dit, maman, on me demande de choisir un métier, mais j'ai bien compris qu'à l'école, on m'apprendrait pas à gagner de l'argent, le gérer et savoir l'investir. Et j'ai dit, bah oui, t'as tout à fait raison. Et donc, il y a un besoin, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce média et cette dynamique. Et justement, toi, ce livre, il y a pas mal de personnes qui rêvaient d'écrire un livre. C'était un rêve? Quelle était l'impulsion derrière ce projet? Bah, l'impulsion, c'est vraiment de transmettre, hein. Mon métier, depuis longtemps, j'ai commencé comme analyste financier et très vite, j'ai géré des actifs, des fonds d'investissement. Et après, je me suis occupée de la gestion patrimoniale et de la gestion de portefeuilles de particuliers. Et je me suis aperçue que, un, je voyais beaucoup plus d'hommes et je voyais très peu de femmes. Et deux, dans ma vie personnelle, dans les rencontres que j'ai pu faire, je me suis aperçue de problématiques de précarité, de femmes qui, au moment d'un divorce, se trouvent complètement démunies, ou au décès de leur mari, c'était lui qui connaissait tous les placements, tous les investissements, et la femme se retrouve complètement démunie, sans conseiller, parce que du coup, c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que si on n'a pas confiance, donc c'est en anticipant tous ces événements qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est pas au dernier moment face à l'imprévu. Au contraire, c'est comme une maladie. C'est de la prévention qu'il faut faire. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment la transmission. Je me suis dit, j'ai eu envie de partager ce que j'ai appris. Et aussi, alors ça, je le dois dire aussi parce que personnellement, quand j'ai quitté la banque où j'étais, je me suis dit, ben, finalement, je quittais avec une prestation compensatoire. Et donc, je me suis dit, tiens, comment cet argent, je vais le placer?
Et je me suis aperçue que finalement, c'était pas forcément évident, de savoir comment s'y prendre, de savoir à qui s'adresser, et donc je me suis dit: «Bah, ce serait bien de tout, récapituler, dans un livre accessible à tout le monde, même à celles, qui ne s'y connaissent pas du tout». Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a, en tête, en croyant, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il faut être expert en maths pour s'intéresser à la finance. Pas du tout. Avec du bon sens avec du bon sens, on peut s'en sortir beaucoup mieux qu'en étant, expert, mathématicien, ou même, ayant fait des études, très sophistiquées. Je pense que les femmes, ont besoin d'avoir confiance, en elles sur ce plan-là. Donc moi, j'ai eu envie vraiment d'écrire ce livre pour le transmettre et pour le transmettre à toutes les femmes, quel que soit leur âge. Parce que bon, il faut mieux commencer très tôt, mais on peut aussi, s'y intéresser, il n'est jamais trop tard. Même à 55 ans, il est toujours temps de s'y intéresser. Vous savez que, vous les femmes, quand vous allez atteindre, l'âge de la retraite, vous aurez encore 20 ans en moyenne, à vivre. Donc c'est beaucoup de temps. Donc si, vous avez pu le faire, bon, le plus jeune, c'est bien, mais même à 55 ans, il vous reste encore, pas mal d'années et donc pour investir aussi. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de transmettre avec un langage très accessible, des outils, pour, améliorer son éducation financière, des sites où aller, des podcasts à écouter, voilà, des outils simples et aussi tout à l'heure, tu évoquais, le fait d'avoir des compléments de revenus. Je crois qu'on est dans une étape, de la société où grâce au développement d'internet, grâce au développement des réseaux sociaux, on a des outils supplémentaires pour effectivement avoir des compléments de revenus par rapport, à son salaire et donc bon, il y a des compléments de revenus que je cite, mais bon, que tout le monde peut connaître, enfin parmi les plus connus, il y a effectivement de vendre, ses objets ou ses vêtements, à travers, des applications ou des sites, mais je cite d'autres, éléments moins connus qui peuvent aider les femmes à avoir des compléments de revenus. Je pense que là aussi, on est dans une société qui permet beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles d'avoir avant. Et les femmes ont plein de talents, des talents d'éducatrices, des talents de créativité, enfin, qui ne sont pas forcément valorisés et qu'elles peuvent mettre à profit à travers justement des compléments de revenus et des sites pour le faire. Alors moi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande justement, parce qu'il n'est pas du tout soporifique. Vous ne serez pas assommé par une Ah, technicité imbuvable, et que justement, une grande partie du livre est dédiée à libérer votre potentiel, vous libérer de ces croyances qui vous autolimitent et vous enferment peut-être. Et c'est là où on voit que tu es une femme de terrain, parce que comme moi, tu as observé cette chose-là, c'est avant tout nous qui nous bridons sur ces questions-là. Donc c'est important d'ouvrir notre domaine des possibles pour s'autoriser à agir. Et justement, où te retrouve-t-on pour être conseillé ou accompagné sur ces sujets? alors, j'ai créé un site qui s'appelle bien-placé.fr sur lequel on peut me contacter, sur lequel je donne pas mal de conseils pour trouver les meilleurs contrats d'assurance vie, les meilleurs plans d'épargne retraite, etc. Et puis sur LinkedIn, où c'est très facile, je laisse mes coordonnées et on peut me contacter très facilement aussi. Je te remercie Olivia parce que je pense qu'on va en avoir inspiré J'espère, beaucoup. j'espère. Et n'hésitez pas, les femmes, à Et vraiment investir et prenez confiance en vous parce que franchement, vous le méritez. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les mettre dans les commentaires sous cette interview. Bien sûr, nous y répondrons toutes les deux. Je te dis encore merci et Ouais, bonne merci fin de à toi, journée. Ophélie. Merci beaucoup. Au revoir.